Le titre de cette table ronde, c'est l'urgence de la mise en place d'une politique publique intégrant des opportunités économiques. Dans la précédente table ronde, il y avait déjà au niveau économique une approche du travail, et Hippolyte Dalbis, que je vais présenter ici présent, pourra à un moment donné rebondir là-dessus. Peut-être quelques propos liminaires avant de présenter nos intervenants. Liminaire à cette table ronde, l'hystérisation du débat autour de l'immigration alliée à l'absence d'une politique publique, ou en tous les cas une politique publique très timide, notamment de la part de l'État, clairement identifiée et partagée, alimente les peurs et les fantasmes. Astrid Panossian-Bouvet tout à l'heure mettait en avant les ratios de la France en termes d'immigration, et quelque part, des fois on oppose des chiffres à des vraies réalités, notamment quantitatives, à d'autres pays européens, il y a effectivement une irrationalité dans l'approche qui est très forte. Des millions de Françaises et de Français connaissent la migration de leur chair et leur histoire familiale. La France est dans son histoire une terre d'accueil et d'immigration. Elle s'est toujours enrichie de ses nouveaux arrivants. On en est à la 30e loi, il y a eu 29 lois depuis 30 ans sur l'immigration et qui sont en débat. Et aujourd'hui, on voit avec la version sortie du Sénat que le durcissement d'un certain nombre de conditions vont encore hystériser le débat. Des collectivités, et là on a des représentantes de Strasbourg et de Lyon que je présenterai juste après, tentent de définir à leur niveau et en fonction de leurs compétences, et ce, en l'absence de politique publique sur la migration, une politique d'accueil et d'hospitalité. Que ce soit à Strasbourg ou à Lyon, représenté par Floriane Varrierias, que je présenterai un peu plus, et Sylvie Tomic, adjointe aussi à Lyon, en charge de l'hospitalité. D'ailleurs, le terme de la délégation de Sylvie est intéressante, et peut-être elle sera explicitée. Nous ferons partager leur politique municipale en la matière. Toujours dans la volonté d'amener de la raison et d'avoir un débat apaisé et pragmatique, la LICRA s'est associée à la démarche lancée par plus de 90 associations, n'est-ce pas ma chère Flora, des experts, des personnalités politiques pour une convention citoyenne sur la migration. Et Flora Vidal-Marron, ici présente, est une des initiatrices au niveau national de cette dynamique, et Flora nous éclairera sur cette initiative qui, on l'espère, peut-être dans l'avenir pour aboutir, issue de la société civile. Dernier point, historiquement, le lien entre l'économie et l'immigration a toujours été un des vecteurs de développement de notre société. Compte tenu du vieillissement des populations en Europe et en France, il y a un besoin d'éclairer le lien entre immigration et économie. Pour ce faire, Hippolyte Dalbis, ici présent, nous fera part des résultats de ses études en Europe et en France, qui révèlent de manière très claire, quand on les lit, que les flux migratoires ont un effet positif sur l'économie au cours des 30 dernières années en France et en Europe. Quand tout à l'heure, je crois que c'est Sabine Choquet qui faisait état du fait très souvent entendu que l'immigré prend les emplois des autres ou diminue le chômage, Hippolyte Dalbis, dans vos travaux, vous montrez le contraire, par exemple. Voilà, voilà les trois entrées que je propose, et je vais présenter nos intervenants et intervenantes. Donc, tout d'abord, on excuse, mais vous le ferez mieux que moi, la maire de Strasbourg, qui, pour des raisons de santé, n'est pas parmi nous. Elle devait être à cette table ronde. Donc, elle est remplacée par Floriane Varrierias. Alors, Floriane, vous êtes adjointe à la ville inclusive, qui, en fait, est une grosse délégation, puisque vous avez une palette vous êtes en charge d'une palette, notamment autour du social, de la précarité, du logement d'urgence, de l'insertion. Et donc, évidemment, vous avez une forme de légitimité dans ce débat. Bienvenue, en tous les cas. Sylvie Tomic. Donc, Sylvie, vous êtes adjointe à l'hospitalité et au tourisme durable, c'est ça? Oui. Accueil, hospitalité et tourisme responsable. Accueil, hospitalité et tourisme responsable. Donc, vous nous expliquerez ce qu'il y a derrière hospitalité. Et donc là aussi, la ville de Lyon, vous pourrez nous décliner un peu les politiques qui se font en la matière. Et puis Flora Vidal-Marron, vous êtes directrice générale de Wevers. Wevers, mon cher Abraham, je suis désolé de l'anglais, hein, mais bon, ça veut dire tisserand, mais il y a une deuxième explication que Flora nous donnera qui est assez intéressante. Vous êtes aussi... je disais tout à l'heure, une des initiatrices de la dynamique qui a conduit à, je crois, à peu près 60 000 signatures sur la Convention citoyenne. Il en faut 150 000.
Et il y avait une pugnacité dans cette démarche pour un débat apaisé qui était très intéressante. Et on verra avec vous à la fois la genèse et puis le devenir de cette convention citoyenne. Ce qui me fait peur, en fait, c'est les dessins de presse là-bas, parce que Ça met la pression. Ça met une pression épouvantable. Et enfin, Hippolyte Dalbis, vous êtes professeur à l'école d'économie de Paris, chercheur au CNRS en matière d'économie, et vous êtes aussi un spécialiste du vieillissement. Enfin, quand je dis du vieillissement, c'est pas péjoratif. Et vous avez fait une étude avec 2 autres économistes sur un certain nombre de pays en Europe et en France sur le lien immigration et économie. Et cette étude, elle est sans appel pour montrer que sur tous les aspects liés à l'économie, que ce soit le PIB, que ce soit la démographie, que ce soit y compris les transferts d'argent à l'étranger, eh ben, il y a intérêt à ce que, enfin en tous les cas, ça prouve que ça rapporte plus que ça coûte, pour faire trivial. Voilà le cadre du débat. Je vais essayer de retrouver mes papiers, j'ai dû en oublier. Non. Oui, voilà. Donc peut-être les premières questions aux politiques municipales qui se réalisent tant à Strasbourg qu'à Lyon. Alors ce que je n'ai pas précisé, c'est que la particularité de Lyon et Strasbourg et de 82 autres territoires, c'est que ce sont des villes qui ont adhéré à une structure que je trouve très intéressante, qui s'appelle l'ANVITA. C'est l'Association nationale des villes et territoires, des villes et territoires accueillantes. Et Sylvie nous expliquera, mais la semaine dernière, il y a eu la 2e biennale de l'hospitalité organisée à Lyon. Et dans ce cadre-là, il y a eu ce qu'on appelle la déclaration de Villeurbanne, qui fait écho au niveau européen et qui, aujourd'hui, l'ANVITA, mais vous l'expliquerez mieux que moi, bien évidemment, mais est un vrai regroupement avec un cahier des charges, un lieu ressource et un certain nombre d'innovations en matière d'hospitalité et d'accueil. Donc Strasbourg comme Lyon font partie de cette structure-là et vous pourrez nous en parler. Donc Floriane Varieras, en tant qu'adjointe de la ville de Strasbourg, qui a une politique municipale en matière d'accueil et d'intégration, je sais que le logement est une des principales difficultés aujourd'hui, notamment par rapport à l'arrivée massive des MNA, des mineurs isolés, mais pas que. Pourriez-vous un peu nous dire comment la ville de Strasbourg accueille et puis d'autre part développe une politique en la matière, et puis peut-être les complémentarités qui se font pas avec les autres, que ce soit l'État ou d'autres collectivités. Merci beaucoup. Alors premièrement, je tiens à excuser Jeanne Barséguian, la maire de Strasbourg, et aussi coprésidente de l'Association nationale des villes et territoires accueillants, qui m'a demandé de pouvoir la remplacer au pied levé du fond de son lit. Elle est malheureusement souffrante et j'espère qu'elle pourra se remettre très rapidement. Donc je vais essayer de pouvoir être à sa hauteur et de pouvoir vous raconter aussi la politique que l'on mène ensemble, mais je ne suis pas la seule à mener une politique qui favorise l'accès aux droits, finalement, des personnes qui arrivent sur le territoire et qui désirent s'y installer, parce que c'est une politique transversale et j'appuie sur une partie de cette politique-là, mais mon adjoint au sport fait aussi des mesures pour favoriser l'accès au sport, etc., etc. Et cela incarne la philosophie dans laquelle on se met pour favoriser, garantir l'accès à tous les droits aux personnes qui arrivent sur le territoire. Cet accès aux droits, c'est les plus basiques. C'est l'alimentation, c'est le logement, c'est l'éducation, la scolarisation des enfants. Et sur un certain nombre de ces droits-là, c'est pas nous qui sommes, au niveau ville en tout cas, détenteurs des compétences en la matière. C'est beaucoup l'État, que ce soit l'hébergement, que ce soit les papiers, que ce soit le traitement administratif des parcours des personnes. Mais pour autant, ville, on était désireuse de pouvoir s'engager fortement en la matière pour pouvoir à la fois co-construire avec l'État, à la fois partager, mettre au pot commun. Je pense aux places d'hébergement d'urgence qu'on a pu mettre en place, qui sont à destination, qui sont réservées pour des familles qui sont à la rue aujourd'hui dans notre ville. Donc c'est toutes les nuits,
depuis 1 an et demi. C'est 600 personnes qui dorment au chaud et des enfants qui peuvent aller à l'école de façon tout à fait normale, que leurs parents aient ou non des papiers. Mais ces politiques-là ne s'incarnent pas que par l'hébergement, c'est aussi l'apprentissage du français, c'est aussi tout ce qui tourne autour de faire en sorte que les personnes qui viennent d'arriver sur le territoire, et quand je dis viennent d'arriver, on se rend bien compte que des fois c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans avant qu'elles puissent avoir des papiers, et je pense à elles en principe de façon un peu principale parce que c'est celles qui sont les plus vulnérables dans nos villes, et bien pour faire en sorte que ces personnes-là soient des citoyens et des citoyennes comme les autres, peu importe le papier qui peut l'attester, et que ce soit des habitants et habitantes de notre ville comme les autres. Un vœu pieux, des filles qui sont... un vœu pieux et... Oui, j'ai vu. Je viens de le voir. Je le vois. Un vœu pieux, mais dont on se doit, nous, politiques municipales, assumer, revendiquer et envoyer aussi un message aux habitants et habitantes, faire en sorte qu'il y ait un recul des stéréotypes qu'il peut y avoir à l'égard des personnes immigrées, faire en sorte que les uns les autres fassent des efforts d'inclusion, réussissent à s'adapter. Quand je dis s'adapter, je pense... par exemple, le travail de Migration Santé Alsace, qui permet de la traduction de tout, dans quasiment toutes les langues, pour tout ce qui est rendez-vous social et de santé. C'est de pouvoir permettre cet accès aux services publics et cet accès aux services de la vie de tous les jours que tout un chacun, nous avons le privilège de pouvoir accéder sans même se poser la question de comment je pourrais faire autrement. Donc voilà, un peu la vision d'ensemble, en tout cas dans laquelle on s'incarne. Et c'est aussi pour ça que Sylvie a la délégation de ville hospitalière et moi la délégation de ville inclusive. Mais c'est vraiment cette idée que chacun, chacune, à partir du moment où il est sur Strasbourg, eh bien, est comme les autres et qu'il n'y a pas de différence à faire en fonction du titre de séjour ou du papier d'identité qu'il a ou qu'elle a. Et petite question... sur cette politique municipale, la perception des Strasbourgeoises et Strasbourgeois sur cette politique, est-ce qu'elle est... Cette politique, on l'a pas créée de toute pièce, on l'a héritée en fait, aussi de l'historique. Il y a Marie-Dominique Dressé qui a porté le manifeste pour une ville hospitalière, qui était un moment important, mais c'est aussi l'historique de l'humanisme rhénan et de l'hospitalité aussi, dont les Strasbourgeois ont pu bénéficier à un moment donné, et je crois que les Strasbourgeois et Strasbourgeoises sont réellement attachés à cette hospitalité, et on est plus souvent chahuté pour faire davantage que pour faire moins en matière d'hospitalité et d'accueil. Une acceptabilité de tout ce qui peut se faire au niveau local là-dessus. Une acceptabilité qui est assez forte. Par exemple, je pense au lieu qu'on a ouvert, qui va bientôt fêter ses 1 an, qui s'appelle La Trêve, T''Rêve, qui est un lieu de répit et un lieu qu'on a voulu aussi lieu d'idées, lieu où on peut débattre, lieu de répit pour les personnes avec un accueil inconditionnel. Et puis dans les faits, on se rend compte que ce sont principalement des hommes dans des situations administratives plus que floues qui se retrouvent là et qui sont souvent d'ailleurs des personnes aussi sans abri. Eh bien, ce lieu-là, il est à Königshofen, dans un ancien foyer paroissial. On est à Königshofen pendant un temps, parce que c'est un site intercalaire. On a acheté ce foyer pour faire une cantine scolaire, bref. Et en attendant que les travaux se fassent, on a décidé de pouvoir le mettre à disposition pour des personnes qui en ont besoin. Bien, quand on a fait la réunion publique pour annoncer que c'était intercalaire et que ça allait cesser, les habitants du quartier nous ont dit « Ah bah mince, c'est dommage, mais vous allez aller où ? Est-ce que vous allez rester dans notre quartier ?» Et ça, c'est une force qu'on a à Strasbourg. Alors peut-être que ça ne serait pas le cas dans tous les quartiers, peut-être qu'il y a des acceptabilités, et c'est certain, dans certains quartiers plus que d'autres. Mais en tout cas, je suis convaincue que les Strasbourgeois et Strasbourgeoises ont l'hospitalité chevillée au corps et ne veulent qu'une chose, c'est que
que l'intégration des personnes se fasse plus facilement et que ce soit plus fluide aussi pour les personnes et qu'elles puissent s'intégrer rapidement. Merci pour cette déclinaison locale. Sylvie, un peu... Sylvie, donc vous êtes adjointe en charge de l'hospitalité et du développement et du tourisme sur la ville de Lyon. Je crois que vous avez lancé pour mieux les intégrer ce qu'on appelle peut-être à Strasbourg, c'est pareil d'ailleurs, une carte de citoyenneté. La semaine dernière, il y a eu la deuxième biennale sur l'hospitalité, donc qui a été, enfin pour y avoir participé un peu, une réussite. Vous pourrez nous en toucher un mot. Et puis votre qualité de vice-présidente de l'ANVITA, Association nationale des villes et territoires accueillants, ça justifie sans doute un peu de nous expliquer un peu en quoi cette structure, elle peut mobiliser les territoires et les élus dans un relatif pluralisme politique d'ailleurs sur la question de l'accueil. Donc je vous laisse intervenir sur ces points-là. Eh ben, merci beaucoup pour votre invitation déjà. Alors je vais peut-être dire quelques mots effectivement sur ma délégation et ses termes, puisque ça a suscité quelques questionnements. Donc moi je suis donc ma délégation donc accueil, hospitalité et tourisme. Elle a été créée lors des dernières élections municipales, donc en 2020. Au moment d'un changement donc de l'exécutif. Donc c'était pas... Il y avait des choses qui étaient conduites auparavant, bien sûr, en termes de politique, d'actions menées, etc. Mais là, en créant une délégation dédiée, la volonté du maire, c'était vraiment d'en faire une politique publique à part entière. On a évoqué au cours de la journée aussi cette idée de, voilà, que l'accueil des personnes migrantes soit une politique publique, et notamment au niveau d'une ville. Ça se répand plus maintenant, mais c'était pas du tout quelque chose de courant. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a eu la volonté de faire une délégation dédiée sur ce sujet. Et l'idée, c'était l'accueil de tout le monde, en fait, de toutes les personnes qui arrivent à Lyon, pour n'importe quel motif que ce soit. Donc ma délégation, elle comprend aussi bien l'accueil des nouveaux habitants, nouvelles habitantes qui viennent s'installer à Lyon, les nouveaux étudiants qui arrivent, les touristes, les visiteurs qui passent, etc. Et puis, une grosse partie de ma délégation sur l'accueil des personnes en situation de migration. Mais de vouloir englober aussi tous ces publics dans la même délégation, c'était pour dire, voilà, on veut, en tout cas, porter une attention égale à tous ceux qui arrivent dans notre ville, parce que, indépendamment des origines ou des catégories administratives notamment, nous, ce qui nous importe, c'est que ce sont des hommes et des femmes et des enfants qui sont présents dans notre ville, dans nos quartiers. Et c'est pour ça qu'on parle d'accueil inconditionnel, où nous, en tant que municipalité, on estime qu'on se doit de procurer une égale attention aux besoins de toutes et de tous. Du coup, dans cette délégation, moi, ce que j'ai commencé par faire un peu un diagnostic et par m'entretenir notamment avec beaucoup d'associations. On a beaucoup d'associations présentes sur ce sujet-là à Lyon. On a voté en mars de cette année, là, de 2023, un plan d'action qui s'appelle Lyon Ville Hospitalière. Donc qui présente 50 actions. Alors c'est pas seulement des actions nouvelles, hein. Il y en a qui existaient déjà, il y en a qu'on a créées en début de mandat, il y en a qui restent à mettre en place, mais on voulait avoir une vision vraiment exhaustive de tout ce que la ville faisait ou voulait faire, et dans des domaines très variés, parce que c'est ce que disait Floriane, en fait cette question d'accueil c'est très transversal, ça concerne plein de sujets, l'accès à tous les droits fondamentaux, mais aussi l'accès à l'emploi, on en a parlé, l'accès à la culture, l'accès à la participation citoyenne, enfin voilà, c'est vraiment très transversal, et moi je travaille beaucoup avec toutes les autres délégations de la ville de Lyon. Donc en gros, il y a deux grands axes, on va dire, dans ce plan et dans notre politique d'accueil. Le premier, c'est d'accueillir dignement les personnes et de leur garantir au maximum l'accès à leurs droits. C'est vraiment pour nous une entrée très importante, en fait. C'est cette question d'accès aux droits, et Floriane a repris ce terme aussi. Et c'est comment est-ce que nous, à travers nos politiques municipales, on peut favoriser cela. Alors, il y a des choses évidemment sur lesquelles on a la main, où on peut directement agir. Donc par exemple, la scolarisation
des enfants en primaire, ça dépend directement de la ville. Il y a aussi toutes les actions qui sont conduites par le Centre communal d'action sociale. Il y a aussi une volonté qu'on est en train de mettre en place d'améliorer l'accueil en fait dans nos services municipaux, en formant davantage le personnel à ces questions-là, qui sachent accueillir et orienter quelqu'un qui se présente dans une mairie d'arrondissement, par exemple, voilà, en faisant traduire nos documents, en proposant de l'interprétariat, etc. Enfin voilà, donc ça c'est pour les choses sur lesquelles on a directement la main. Et puis il y a tout un tas de sujets sur lesquels on travaille en partenariat parce qu'on n'est pas forcément compétent directement, mais j'y reviendrai après. Et le deuxième grand axe, c'est de vouloir aussi porter une culture locale de l'hospitalité, de favoriser des échanges apaisés sur ce sujet-là, et de combattre aussi voilà, des idées reçues, des stéréotypes, et de montrer une autre image aussi des migrations, des personnes migrantes, de leur parcours, de ce à quoi elles aspirent, etc. etc. Et c'est notamment l'un des objectifs de la Biennale de l'hospitalité qu'évoquait Alain Blum, qui est co-organisée par la ville de Lyon, la métropole de Lyon et la ville de Villeurbanne. Donc ça s'est déroulé la semaine dernière. Là, pendant une semaine, c'était 90 événements à peu près, je crois, sur tout le territoire pour voilà, donner à voir qu'est-ce que c'est l'hospitalité, comment elle se pratique déjà au quotidien par plein d'associations, de collectifs citoyens, et puis avoir une réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire autrement, mieux, etc. Donc voilà, porter un peu ce sujet sur la place publique, mais voilà, d'une manière plus positive et apaisée. Dans les projets que nous avons, il y a la carte de citoyenneté locale, alors que nous n'avons pas encore mise en place, mais c'est dans nos projets, c'est dans le plan, et on espère concrétiser ça en 2024. Il y a nos collègues de la ville de Villeurbanne qui l'ont lancé la semaine dernière. Donc, pour présenter rapidement l'idée, cette carte de citoyenneté locale, alors évidemment, ça n'aurait pas de valeur juridique en tant que telle, hein, ça ne serait pas un document d'état civil, mais ça serait une manière de reconnaître la présence des personnes exilées, migrantes, etc., dans notre territoire, et comme faisant partie en fait d'une communauté locale. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on voudrait à travers cette carte, c'est que cette carte puisse s'adresser à tous les Lyonnais et toutes les Lyonnaises. Il ne s'agit pas de faire une carte ciblée migrants, enfin surtout pas, et que ce soit une carte donc, qui puisse concerner tout le monde, et du coup mais qui puisse être intéressante du coup pour des personnes avec des besoins très très différents, entre quelqu'un qui vient d'arriver, éventuellement qui n'a pas de papier, qui a des difficultés pour ouvrir un compte en banque, pour tout un tas de choses. Comment est-ce qu'on peut faciliter l'accès à certains services peut-être, et des personnes qui sont très bien insérées à Lyon, qu'elles puissent trouver un même intérêt à avoir cette carte. Donc c'est quelque chose sur lequel on est en train de réfléchir, où on se dit que l'accès à la participation citoyenne peut être un bon dénominateur commun. On s'est beaucoup torturé l'esprit pour savoir... ces questions de terminologie sont très complexes, effectivement. Et voilà, donc comment cette carte peut favoriser peut-être globalement l'engagement dans la vie de la cité, et du coup aussi être un vecteur de vie commune entre toutes et tous. Alors, j'ai pas répondu sur l'Invita. Alors, c'est plus nous expliquer oui. Un peu Alors, donc l'Association nationale des villes et territoires accueillantes, elle a été créée en 2018. Et aujourd'hui, elle compte, plus de 80 collectivités, je sais pas. 82, je crois. 82, voilà. Donc, essentiellement des villes, mais aussi des départements et régions, et des élus à titre individuel. Et l'idée, c'est vraiment de réunir des collectivités qui ont cette même volonté, donc qu'il y a à Strasbourg, à Lyon et dans toutes ces autres collectivités, pour travailler à un accueil digne des personnes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est aussi qu'il y a des tailles de villes très très différentes. Il y a des grandes villes et il y a des tout petits villages vraiment. Enfin, et donc voilà, c'est pas qu'une question de grandes villes non plus. Enfin vraiment. Et donc du coup, ça permet d'avoir un regard très hétérogène aussi, avec des contextes locaux assez différents. Et donc l'objectif, il est double. C'est à la fois d'échanger entre nous, de nous aider, d'échanger nos bonnes pratiques, de faire des formations en commun, etc. Et puis aussi de faire du plaidoyer par rapport à l'État notamment, et à la politique qui est menée au niveau national, au niveau gouvernemental. Voilà. Et donc qui est Anvita, qui est coprésidée effectivement par Jeanne Barséguian, maire de Strasbourg, et Damien Carême, eurodéputé. Je crois que dans le cadre d'Anvita, il y a comme des appels à projets d'innovation. Par exemple, je voyais l'autre jour des villes comme Rennes ou d'autres qui lancent à partir des actions innovantes qui peuvent à un moment donné favoriser et améliorer l'accueil. Pardon ? Ça intéresse les associations de répondre à ces appels à projets ?
Vas-y. Il n'y a pas d'appel à projet à proprement parler par l'Envita, mais c'est plus en faisant... Enfin, il y a plusieurs missions pour l'Envita. Il y a à la fois le plaidoyer et avoir une place dans le débat public et faire porter une vision des collectivités locales qui mettent un peu les mains dans le cambouis sur cette question-là et qui changent un peu avec les discours qu'on peut entendre à l'Assemblée nationale ou au Sénat, si on s'est un peu penché sur les débats que je qualifierais pour la plupart des prises de parole de quasiment odieuses pour les prises de parole qu'on a pu entendre et donc c'était vraiment cette volonté de donner un autre message, le message des personnes qui agissent pour l'accueil, qui font de l'accueil, qui font de l'intégration. Et il y a aussi cette ambition de pouvoir être en réseau, et parce que nous, villes, qui avons envie de nous retrousser un peu les manches sur cette question-là, souvent en bataille avec nos préfectures sur certains sujets, eh bien, c'est aussi de réussir à faire réseau entre nous, d'avoir des échanges un peu de bonnes pratiques, Et par exemple, la carte de citoyenneté, c'est aussi une initiative qui est largement relayée dans le réseau Envita, et ça fait partie des bonnes idées. Et ça nous permet aussi d'échanger. Oui, sachant que mon ami Rodolphe me dit de pas s'allumer de manière très courte, Sylvie, pas de souci. Oui, l'Envita, ça répond aussi au besoin de visibiliser en fait l'action des villes dans ces questions d'accueil, parce que officiellement les villes n'ont pas de rôle à jouer là-dessus. Enfin, elles sont pas vraiment reconnues comme des acteurs de l'accueil. Je parle au niveau national. Et l'idée, c'est de visibiliser aussi que c'est quand même les villes qui sont vraiment le premier interlocuteur des personnes, et on est confronté à ces problématiques-là tous les jours, et donc voilà, visibiliser le rôle qu'on joue. Et nous, on est très demandeurs en fait d'une coopération tripartite entre l'État, les collectivités locales et les associations, qui jouent aussi un rôle très important. Alors pour le moment, sur le premier volet, on n'y arrive pas complètement, mais bon, voilà, on désespère pas. Merci Sylvie. D'ailleurs, une petite insiste pour dire que dans la loi Asile et Immigration, les références aux collectivités locales, ça n'existe pas. Maintenant, nous allons donner la parole à Flora Vidal-Marron. Donc, chère Flora, vous avez deux casquettes ici. La première, c'est vous êtes directrice générale de Weavers, je le disais tout à l'heure, qui est une structure qui tisse du lien, qui forme et qui accueille un certain nombre de migrants, qui est dans un tiers-lieu à Villeurbanne, là aussi. Et puis, la deuxième qualité qui vous a permis d'être ici, c'est le travail et la dynamique que vous avez mené avec d'autres sur la demande d'une convention citoyenne. Peut-être très rapidement nous expliquer un peu Weavers de manière très concrète comment ça arrive à amener à l'insertion durable un certain nombre de migrants. Bonjour à tous et à toutes, merci de m'avoir invité, la LICRA et Alain. Merci de donner la parole un peu au monde associatif. Je crois que je suis la seule représentante aujourd'hui en prise de parole du monde, avec la LICRA bien évidemment, du monde associatif. Alors que c'est quand même, je crois, le premier acteur qui tisse du lien largement dans nos sociétés, et notamment au sujet de la migration. Donc moi j'ai fondé Weavers, que je dirige depuis 5 ans. On est un organisme de formation avec un statut associatif. Notre métier, c'est de former et faciliter le recrutement des personnes exilées. On est présent à Lyon, à Annecy et à Grenoble. On est plutôt rhône-alpin, mais on a aussi des programmes en coopération avec des associations marseillaises et parisiennes. Et très concrètement, ce que l'on fait, c'est qu'on donne accès à la formation de professionnels et on donne accès au retour à l'emploi aux personnes exilées en créant des parcours pédagogiques dédiés qui luttent contre le déclassement professionnel ou la montée en compétences pour arriver dans l'emploi en France. Du coup, on est une école dédiée aux adultes, et on les forme en français langue étrangère, français sur objectif spécifique, numérique, et tout un volet de développement personnel que l'on plug à de la formation technique existante. On a formé plus de 1000 personnes en 5 ans, dont 70% sont en emploi actuellement. Donc, comme quoi, faire le pari de l'inclusion, ça fonctionne. Et on a tous les outils disponibles en France pour y arriver. Il faut juste qu'on se mette tous d'accord sur comment on le fait. Et sur la campagne pour un débat apaisé, où on demande une convention citoyenne sur la migration,
Cette idée, elle est née d'une réunion interassociative il y a 1 an, avec pour constat partagé que nous sommes dans une impasse politique et médiatique sur le traitement du sujet migratoire en France. Globalement, à la fois dans les médias et à la fois en politique, le sujet n'est pas traité comme un fait, mais comme une opinion. Et nous, ce que l'on souhaite, c'est factualiser la migration et de se dire que, et on l'a dit aujourd'hui, enfin vous l'avez dit aujourd'hui largement, la migration est un fait historique. C'est un fait qui va s'accélérer. Il y a 100 millions de personnes actuellement déplacées dans le monde. D'ici 2050, elles sont 216 millions supplémentaires. Et du coup, c'est de se dire, au lieu d'être dans des vociférations politiques, c'est en fait comment on s'organise, comment on traite la migration. Et en fait, il y a un outil super pour débattre et échanger de manière apaisée, c'est la démocratie. Et cette idée de convention citoyenne, c'est un peu dépoussiérer l'outil démocratique pour en multipliant en fait un outil de participation citoyenne qui est une convention citoyenne, donc convention citoyenne qui a déjà eu sur le climat ou sur la fin de vie. Et l'objectif de cette convention citoyenne, c'est en fait traiter la question du sujet migratoire comme un fait, être aussi un outil d'éducation populaire pour des personnes qui sont éloignées du sujet et qui pourraient s'y intéresser. Et c'est redonner une place aux citoyens pour vraiment avoir une politique publique de l'inclusion en France qui traite concrètement de comment on accueille et comment on intègre les personnes exilées. Du coup, on a travaillé avec des citoyens et plus de 100 associations, 400 chercheurs, des élus locaux, dont les mairies de Lyon, de Strasbourg, de Villeurbanne, de Grenoble, de Rennes et d'Autun, et de Bordeaux d'ailleurs. Et on a également travaillé en lien avec le CESE qui soutient la démarche. Donc le CESE, c'est le Conseil environnemental, social et économique, qui est du coup l'organe compétente pour organiser et qui est mandaté pour faire des conventions citoyennes. Malheureusement, le CESE ne peut pas s'auto-saisir de sujets. Il faut qu'il soit saisi soit de l'exécutif, soit de plus de 150 000 citoyens, soit directement de la présidente du présidente de l'Assemblée nationale ou président du Sénat. Du coup, les deux leviers sur lesquels on a travaillé, c'est à la fois le levier citoyen. Donc, on a eu il y a une pétition en cours, si vous voulez y participer, qui a 60 000 signatures, donc pas encore 150 000. On a également aussi fait pas mal de plaidoyers avec des conseillers à la fois de Matignon et du gouvernement. Enfin, de Matignon. L'Élysée. Merci, l'Élysée. Bien évidemment, on a fait un travail avec les parlementaires pour qu'ils soutiennent de manière transpartisane cette convention citoyenne. C'est la première fois, en tout cas c'est une des premières fois où il y a un constat partagé autour du fait migratoire qui allie autant de parties prenantes, diverses et variées. Par contre, on le voit encore, on a le sujet de la Convention citoyenne sur la migration a encore du mal à émerger dans les médias, puisque en fait, on prône un débat apaisé, un débat rationnel, et ça n'intéresse pas les médias, malheureusement. Et que pourtant, cette Convention citoyenne pourrait vraiment dégonfler le baudruche du sujet migratoire en politique et enfin pouvoir à la fois adresser correctement le sujet, mais également pouvoir avoir des débats politiques qui intéressent les vrais sujets qui intéressent les Français, comme le pouvoir d'achat, la transition écologique ou les solidarités de manière plus générale. Voilà, et du coup, ce que je vous invite à faire, c'est que cette campagne n'est pas terminée, même elle est encore existante avec le débat parlementaire qui va commencer dans les prochaines semaines. C'est à la fois de signer la pétition, d'en parler autour de vous. Ce qui a manqué et ce qu'on n'a pas réussi à enclencher cette année, c'est qu'on n'a pas trouvé de personnalité publique vraiment connue qui voudrait porter le débat et qui voudrait porter le sujet dans les médias. Ce qui a enclenché la Convention citoyenne sur le climat, c'est un interview de Marion Cotillard à France Inter. Voilà. La Convention citoyenne sur la fin de vie a été déclenchée par Lynn Renaud,
Et en fait, c'est ce qui manque chez nous. Et en fait, c'est pas qu'on... Enfin, on n'est pas de la... Ouais, mais en fait, toutes les personnes à qui on l'a proposé ont refusé. Ce qui aussi veut dire... du sujet est plus compliqué, quoi. Mais enfin voilà, donc si vous avez des idées de personnes connues qui voudraient prendre le sujet, vous êtes les bienvenus. Et globalement, ravi de continuer avec la LICRA sur ce sujet. Merci. Merci Flora. Le lien entre l'économie et l'immigration, donc nous avons la chance d'avoir Hippolyte Dalby parmi nous. Hippolyte, vous avez beaucoup travaillé sur cette question-là avec 2 autres économistes. Pour en avoir lu un certain nombre de chapitres, effectivement, ça montre de manière imparable, là aussi, si on veut aborder les choses de manière pragmatique et raisonnable, les bienfaits, alors avec sans doute des petites nuances sur le type de métier, la reconnaissance, les contrats, tels que ça a été défini tout à l'heure, mais en tous les cas, l'apport de l'immigration sur l'économie est évident, et là-dessus, je vous laisse nous livrer en quelques minutes la substantifique moelle de votre étude. Alors combien de minutes en fait Non, juste pour savoir. Dites-moi. Ouais. Une petite dizaine de minutes. Une petite dizaine, ok. Bon, tout d'abord, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi d'être là et merci pour cette organisation et pour l'invitation. Donc oui, je vais parler de... Voilà, mon métier, c'est de regarder l'effet de l'immigration sur l'économie. Mais ça ne veut pas dire qu'en tant que citoyen, je considère que voilà, il faut réduire la migration juste à son impact économique. C'est une espèce d'évidence, quoi. Donc voilà, c'est ce que je fais, mais ça ne veut pas dire que la migration ne dépasse pas cette dimension. Et, loin de là, au contraire. Et puis vous l'avez dit, je travaille avec 2 personnes, je vais me permettre de les citer parce que ça s'appelle Ekram Bhuptan et Draman Coulibaly. Alors on a, outre le fait qu'on s'entend hyper bien, on a un point commun tous les 3, c'est qu'on a tous les 2 nationalités. On a à chaque fois 2 nationalités, donc la française et une autre. Et moi, je mesure combien ils sont perçus comme infiniment moins français que moi. Et même la façon dont parfois, dans la presse, notre étude est reprise, marque une certaine défiance vis-à-vis des chercheurs immigrés d'origine immigrée qui pourraient travailler sur la migration. Notre étude en Science, elle a été citée quelque chose comme 300 fois dans des médias. La proportion de fois où elle est citée comme Hippolyte Dalby et son équipe, ce qui n'est pas du tout le cas, mais qui est comme même parmi ceux qui réellement percevaient, je veux dire, de façon bienveillante, ce qu'on disait, mais ils ne pouvaient pas s'empêcher en fait de nous présenter de façon différente et asymétrique. Alors il y a un autre élément, c'est que qui peut potentiellement me gêner, c'est d'être considéré comme, si vous voulez, l'universitaire ou le sachant qui a raison et qui dit que l'immigration aurait des effets économiques bénéfiques. Et puis à côté, il y aurait, je sais pas, une espèce de bande d'idiots qui, eux, considéreraient que l'immigration et qui seraient nécessairement des gens qui seraient irrationnels. Et je pense qu'au contraire, il faut revenir sur les arguments, et notamment sur les arguments opposés à la migration, et pour mieux les comprendre et peut-être pour mieux les combattre, en fait. Et il ne faut surtout pas les mépriser, parce que c'est des arguments qui, d'une certaine manière, marchent. Et pour le débat et pour le combat politique, je dirais qu'il faudrait presque plus s'intéresser à ce que disent les autres qu'à ce qu'on dit avec mes amis Draman et Ekram. Je ne sais pas si vous connaissez Louis Fourest. Personne ne le connaît, en fait. C'est un député qui, en 1933, monte un discours à la Chambre des députés. Donc en 1933, vous voyez, c'était comme il y a longtemps. La LICRA était toute petite, je pense qu'elle devait avoir 6 ans. Et il va à la Chambre, il fait un discours où il dit écoutez, c'est bien simple, en France, il y a 300 000 chômeurs, 330 000 chômeurs, et il y a 1 200 000 immigrés. On voit bien que si on disait aux immigrés de repartir chez eux, nos problèmes d'emploi seraient résolus. Et ça,
voilà. Donc Louis Fourest, il a disparu, voilà, personne ne le connaît, mais son idée, son idée à lui, elle est restée. Et il faut bien voir que les idées auxquelles on s'oppose tombent sous le coup du bon sens. Et elles fonctionnent parce qu'elles ont cette puissance évocatrice qui est celle du bon sens. Ça va être repris après. En 78, certains d'entre vous se rappellent peut-être des affiches du Front National qui mettent 1 million d'immigrés, 1 million de chômeurs, la France et les Français d'abord. C'était quelque chose qui était hyper important. Je vois ça. Et je sais que là aussi, c'est pas les affiches de Front National qui vous font rire. J'avais bien compris que... Non, mais elles ont marché. Et d'ailleurs, on s'en rappelle. Je veux dire, combien d'affiches politiques vous rappelez? Je veux dire, très peu. Celle-là, elle marche. Et Le Pen, juste avant les élections présidentielles, reprend exactement les mêmes affiches. Mais ils mettent, c'est juste le nombre qui change. Il parle il dit 2 millions de chômeurs, c'est 2 millions d'immigrés de trop. Je veux dire, la France et les Français dehors. Il faut pas se méprendre. Les populistes adorent les chiffres. Au contraire, pour se donner une apparence de scientificité, ils utilisent et ils abusent des chiffres. Et aujourd'hui, le discours populiste anti-immigration repose sur le fait les chiffres qu'on vous donne sont faux. Ils sont sous-estimés et nous allons vous donner les vrais chiffres de l'immigration. Donc, il y a une apparence de discours scientifique que l'on retrouve très souvent chez les populistes. Et moi, ça me désole un petit peu, mais je veux dire, ces gens-là ont gagné. Je veux dire, ils ont de fait gagné la bataille des idées. Je veux dire, la plupart des gens pensent que l'immigration est un coût pour l'économie. Et même, je dirais, des personnes, des humanistes, quand on dit oui, mais c'est notre devoir d'accueillir les réfugiés, on va prendre le coup, etc. C'est que de fait, et je pense aussi que c'est notre devoir, mais de fait, ils acceptent l'idée que l'accueil est un coût. Et ça, c'est très important. Je peux discuter avec ma mère, par exemple, une biologiste qui n'est pas du tout la personne irrationnelle, mais qui va me dire « Mais Hippolyte, comment on fait on a tellement de personnes qui sont dans la misère en France, on ne peut pas se permettre d'accueillir les immigrés. » Vous voyez, ce n'est pas des personnes racistes, ce n'est pas des personnes méchantes, c'est des personnes bienveillantes. François Hollande, pendant sa campagne, en 2012, dit à un moment... oui, étant donné la situation du marché du travail, il est urgent, il est nécessaire de réduire l'immigration de travail. Donc c'est tout le spectre, je dirais presque tout le spectre politique qui pense ce que pensait Louis Fourest. Et d'ailleurs, la preuve que ça a fonctionné, c'est que l'extrême droite, Zemmour, etc., va justement se distinguer de ce discours. Et il va être beaucoup moins sur un discours économique et beaucoup plus sur un discours de valeur. Le problème, c'est les musulmans, c'est leur incapacité de s'intégrer, etc. D'accord ? Donc, alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire ? J'en tiens à citer mes études. Nous, voilà, en tant qu'économiste, on pourrait se dire que c'est une question simple, une question de base, comme une autre question qu'on pourrait adresser aux économistes. Est-ce que, regardons, est-ce que l'immigration crée plus de chômage ? Est-ce que ça réduit le solde de nos finances publiques ? Est-ce que ça nous appauvrit ? C'est une question, voilà, sans pathos. Alors, là, et je veux juste savoir si j'ai 1 minute, parce que je veux quand même vous expliquer un petit peu pourquoi c'est compliqué de répondre à cette question, parce que je pense que c'est important de ne pas juste intervenir dans le débat public en disant il y a une étude, regardez, qui dit que ça marche, ou qui dit que c'est bien. Alors, pourquoi c'est compliqué ? C'est parce que c'est toute cette distinction entre corrélation et causalité. Ce qu'on a fait au début, c'est que typiquement, on prenait des villes aux États-Unis, et puis on regardait dans chaque ville le pourcentage d'immigrés et puis la richesse moyenne de la ville. D'accord ? Vous pouvez faire ça avec des villes, vous pouvez faire ça avec des pays, vous pouvez faire ça avec des territoires ou quoi.
Et lorsque vous faites ça, eh ben, en règle générale, plus l'endroit est riche, plus il y a d'immigrés. D'accord ? Et là, l'erreur, ce serait de dire, ah ben, vous voyez, l'immigré crée de la richesse. Eh bien non, parce que l'immigré peut être attiré justement par les pays riches. D'accord ? Donc là, la corrélation va dans les deux sens, et tout le génie ou tout le travail des statisticiens, des économistes ou quoi, c'est de distinguer les deux effets et de bien repérer quel est l'effet de l'immigration sur l'endroit d'accueil, sur la ville d'accueil, sur le pays d'accueil ou quoi que ce soit. D'accord ? Donc, c'est pour ça que comme en économie, on ne peut pas faire d'expérience, on ne fait pas d'expérience avec les gens. D'accord ? Donc, on est obligé d'être un petit peu malin pour repérer justement cette causalité. Alors, celui qui a fait ça de façon extrêmement célèbre, c'est David Card, qui a eu le prix Nobel d'économie l'année dernière, en prenant comme expérience, justement, en 1980, la fuite des Cubains vers Miami. D'accord ? Donc, vous avez une arrivée de Cubains un petit peu soudaine, comme ça, à Miami, et puis vous regardez à Miami, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que les gens sont plus pauvres ? Est-ce que les salaires baissent, etc. Et il a dit non. Voilà. En France, il y a une économiste canadienne qui avait fait un petit peu la même chose avec les rapatriés d'Algérie. Donc en 62, où ils sont arrivés quand même massifs. Les gens, ils ne savaient pas. Moi, j'ai quelqu'un dans la famille, le père, une semaine avant, avait acheté un appartement à Alger. Quoi. Donc voilà. Ils ont dû partir assez vite. Donc ça a été un choc aussi. Et on a pu regarder l'état des salaires, l'état de l'économie, notamment dans la région PACA, etc., qui a accueilli toutes ces personnes-là. Et là aussi, il n'y a pas eu d'effet négatif. Seulement, vous avez très peu de cas comme ça. D'accord ? C'est assez rare. Et puis, on va toujours vous dire que c'est assez spécifique, etc. Et d'ailleurs, les anciens, les rapatriés d'Algérie ou descendants de rapatriés d'Algérie n'aiment pas trop être assimilés. Je veux dire, ils n'aiment pas du tout qu'on prenne cet exemple-là comme étant une évaluation des effets de l'immigration. Et donc, il y a énormément d'études, etc., qui ont été faites. Il y a parfois des effets qui sortent comme positifs, parfois ça sort comme étant un petit peu négatif. Et d'ailleurs, les populistes, les opposants à la migration, adorent ça. Ils disent, ah oui, les économistes ils pensent tous, une fois il y en a un qui dit blanc, l'autre qui dit noir, etc. Et ils se servent de cette méthode scientifique, de cette discussion scientifique, pour décrédibiliser l'ensemble. Alors, nous, ce qu'on a fait, en fait, on a fait un truc très simple. Merci. On peut garder les trucs là après, ouais, ou on peut les... non, mais ma fille va adorer, quoi. Mais nous, ce qu'on a fait, vous savez, les banques centrales, en fait, leur truc dans la vie, c'est de mesurer l'effet, par exemple, d'un changement du taux d'intérêt sur la macroéconomie. D'accord ? Et c'est pour ça qu'ils sont payés. Il y a des grosses équipes. Nous, ce qu'on a fait, c'est simplement, on a repris exactement les mêmes modèles. Et puis, dans les modèles qui décrivaient l'économie, etc., eh ben, on a mis la migration dedans, on a vu en sorte que ces modèles fonctionnent et on s'est aperçu que finalement, lorsqu'on accroissait la migration dans ces modèles, qui représentent l'économie, l'économie réagissait plutôt bien. En fait, elle réagissait même extrêmement bien et donc les effets étaient extrêmement positifs. Mais puisque j'ai juste 5 minutes, il y a vraiment un point très important. C'est qu'on ne combat pas les idées populistes, surtout quand elles sont simples et quand elles sont de bon sens, avec des études statistiques. D'accord ? Les études statistiques, je dirais que c'est presque un combat entre économistes. Voilà, c'est cette discussion-là. Ce sont les armes, c'est la rhétorique des économistes ou des scientifiques, si vous voulez, et donc ça marche entre nous. Mais ça ne sert pas, et ça peut même être contre-productif, que d'arriver dans le débat et d'avoir d'un côté une idée simple sur laquelle on adhère assez facilement, et de l'autre, je ne sais pas qui arrive avec son étude avec plein de chiffres. D'accord ? Donc il faut reprendre au niveau des arguments. Et c'est bien ça, et c'est ce travail-là qui est important à faire. Et la recherche économique, le travail économique peut nous aider en fait à définir des arguments qui idéalement seraient aussi simples, aussi convaincants que les arguments de l'autre camp pour pouvoir avancer. Alors, la première, c'est
c'est premier argument, pourquoi est-ce que les immigrés ne créent pas le chômage? Il y a une chose simple, c'est que les immigrés sont discriminés. Alors on le déplore, hein, on le combat, d'accord, mais néanmoins, je veux dire, il faut quand même avoir un cerveau un petit peu bizarrement fait pour penser que c'est la personne discriminée qui prend l'emploi de la personne non discriminée. D'accord ? Donc ça, c'est impossible. Justement, c'est le contraire. Justement, parce qu'elle est discriminée, qu'elle ne prend pas l'emploi des autres. Et donc, donc ça fonctionne dans l'autre sens. Deuxième point, il ne faut pas faire des études très poussées pour voir que les secteurs dans lesquels les immigrés sont très majoritaires sont des secteurs extrêmement spécifiques. Ça a été dit lors de la table ronde précédente, hein, extrêmement concentrés dans ce qui est, en gros, on pourrait dire difficile. Donc traditionnellement, le secteur de la construction, hein, voilà, le bâtiment, voilà, et Donald Trump, hein, qui est assis sur un empire qui s'est construit par l'immobilier, je veux dire, était assez mal placé finalement pour avoir des discours anti-migrants, parce que c'est finalement des migrants qui ont enrichi sa famille et dont il a tout bénéficié. Mais évidemment, aujourd'hui, dans tous les secteurs du care, dans les secteurs de la restauration, etc. Et à partir de là, vous voyez, même si, donc c'est la fameuse chose, que les immigrés font le travail que les Français ne veulent pas faire, ou que les natifs, comme on dit parfois, ne veulent pas faire. Et donc il faut bien voir que vous avez, je ne sais pas quoi, un restaurant, en cuisine sont les immigrés, maliens ou d'un autre, mais souvent, je veux dire, la personne qui reçoit, qui vous place, etc., lui est natif. Vous voyez, s'il n'y a pas la personne en cuisine, ben, du coup, l'autre qui est devant, il ne peut rien faire. D'accord ? Et donc, lorsqu'on recrute en cuisine, on permet aussi de recruter des natifs. Hein. Donc, non seulement ils vont sur les travaux que les natifs ne veulent pas faire, mais ils permettent de recruter par la création économique qu'ils génèrent, la création de valeur qu'ils génèrent, ils peuvent faire du recrutement. Et puis, il y avait quelque chose qui était très célèbre sur les nounous. Je veux dire, aux États-Unis, on s'est aperçu que les villes dans lesquelles il y avait une population mexicaine plus importante, mais il y avait la possibilité de faire garder ces enfants, et donc les femmes américaines travaillaient plus. D'accord ? Donc c'est cet effet supplémentaire, cet effet d'externalité, pour parler comme un économiste, qui joue et qui explique ces effets positifs. Et puis après... Le plus simple et le plus évident, et c'est pour ça qu'on l'oublie toujours, c'est la démographie. Je veux dire, on dit toujours les immigrés n'ont pas des bons taux de participation sur le marché du travail, mais c'est lorsqu'on compare aux personnes d'âge actif. Il ne faut pas oublier qu'en France, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Quoi. Je veux dire, la plupart des gens même ne travaillent pas. Je veux dire, en France, c'est 4 personnes sur 10 qui travaillent. Hein. Il y a 6 personnes sur 10 qui ne bossent pas. D'accord ? Donc les immigrés, quand ils arrivent, évidemment, il y a un petit délai de latence pour l'intégration, etc. Mais ils font augmenter le taux de participation globale d'une économie, et c'est pour ça que c'est extrêmement favorable, non seulement à l'économie, mais aussi au compte public, etc. etc. Si j'ai une seconde, voilà, je voulais dire... une seconde. Oui, non, je vous vois vous retourner. D'accord, super. Je voulais dire, il ne faut pas faire jouer à l'immigration le rôle qui n'est pas le sien. D'accord ? C'est pas parce que nous on trouve, et on est très convaincus qu'il y a des effets bénéfiques sur l'économie, que l'on va faire de l'immigration. Je dirais que c'est même le contraire. Et c'est d'autant plus vrai pour l'exil. On ne va pas accueillir des réfugiés parce qu'ils sont bons pour notre économie. On accueille des réfugiés parce qu'on accueille des réfugiés. Et ça, c'est très important. Mais néanmoins, je dirais qu'il faut se détendre, en fait, d'une certaine manière, avec cette fausse croyance que c'est un coût. Je veux dire que c'est un coût pour l'économie. Au contraire, ça n'est pas un coût pour nos économies. Ça ne va pas nous appauvrir. Et donc, concentrons-nous sur d'autres problèmes, des vrais problèmes, notamment des questions locales, de savoir comment, le problème de logement, le problème de répartition, etc. Il y a tellement de chantiers sur lesquels il faut mettre notre intelligence, notre énergie. Donc, ne traînons pas les vieilles idées que l'immigration va nous appauvrir. Voilà, je vous remercie. Merci.
Finalement, la pression ne vient pas du dessinateur, mais vient d'efforts conjugués de Rodolphe et Mario qui me disent de conclure. Mais moi, je crois que peut-être 2 questions au niveau de la salle. Voilà, laissez un peu de questions et après, on conclura. Merci en tous les cas de votre intervention. Oui, Lucas. J'ai juste une question. Où est-ce qu'on peut signer votre pétition pour vous soutenir ? Sur change.org. Je pourrais. C'est pour une convention citoyenne sur la migration sur Change. Normalement, la LICRA est relayée à tous les adhérents, mais... D'autres questions? Non, je crois que c'est l'abattement, c'est la fatigue. Vous voulez continuer un peu? Non. Non, mais... Attendez. 10 minutes encore? Ah, on peut continuer. Si on n'a pas de questions, on peut continuer un peu. Hein. Bon, non, on va laisser... Si, allez-y, continuez. Vous n'avez pas le choix. Non, mais vraiment, c'est très plaisir. Ouais, encore quelques éléments au niveau de l'étude. Alors, laissez-moi une seconde quand même pour remettre un petit peu... Non, moi j'étais frappé par exemple sur... Est-ce qu'il y a une harmonisation européenne? Est-ce qu'il y a la même, approche que la vôtre qui est tellement stimulante dans les 26 autres pays de l'Union? Je vais vous répondre. Ce qui m'a frappé, en fait, c'est que des économistes, même de grande renommée, des gens extrêmement intelligents, à partir du moment où ils se sont mis à travailler sur l'immigration, ont réduit finalement leur technique d'analyse, ont utilisé même des analyses beaucoup plus simples, et même étonnamment simples. Lorsqu'on apprend tout petit l'économie, peut-être le premier cours qu'on peut avoir, c'est vous avez une courbe d'offre et une courbe de demande, quoi. Vous voyez, et typiquement, on apprend, je sais pas quoi, le marché du travail. Donc, on appelle ça un marché du travail. Et, il y aurait une courbe d'offre et puis une courbe de demande. D'accord ? Et puis à l'intersection des deux courbes, vous avez une quantité de personnes qui sont recrutées et puis un espèce de salaire d'équilibre. D'accord ? Et puis après, tout le monde va vous dire, bon, non, mais tout ça, c'est fiction, ça ne marche pas. D'accord ? Et pourtant, lorsque même des économistes éminents, etc., ont commencé à vouloir s'intéresser à la question de l'immigration, sur laquelle ils n'avaient jamais travaillé, mais je ne sais pas pourquoi, ils ont été sollicités parce qu'ils étaient connus ou quoi, donc sur ces questions de l'immigration, eh ben, eux, ils ont ressorti cette représentation un peu idiote. Et donc, vous avez l'offre, il y a des gens qui offrent leur emploi, quoi, qui offrent leur force de travail, et puis des gens qui demandent. Et donc, on se dit, si j'augmente l'offre, les migrations, on se dit, j'augmente l'offre, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait baisser le salaire, d'accord ? Et puis, si ce machin-là, il est rigide, si le salaire est rigide, par exemple, si vous avez un SMIC ou quoi, et du coup, vous allez faire plus de chômage. Et puis, fin de l'histoire... les gens se sont dit, c'est un effet négatif. Et là encore, je veux dire, c'est pas des populistes, ou c'est pas Louis Forest, ou c'est pas Le Pen. Je veux dire, c'est des économistes de renom. Et je peux en citer un, parce que, en fait, je peux en citer plein, mais je vais en citer un, c'est Maurice Allais, quoi, qui était pendant longtemps, qui est le seul prix Nobel français, quand même, qui a fait, j'ai lu beaucoup, des tas de théories, notamment sur le risque, etc., extrêmement intelligentes et tout. Et puis en fin de vie, il a tourné un petit peu à droite, même assez clairement à droite. Puis, je ne sais pas pourquoi, il s'est intéressé à l'immigration. Et puis et lui aussi est devenu, lui qui avait une pensée extrêmement complexe, je veux dire, il a abêti énormément les choses. Et il disait typiquement, vous voyez bien que dans la population, si les immigrés, ils ont des salaires plus faibles que les autres. Donc, si vous avez plus d'immigrés, le salaire moyen va baisser.
Et tout ça, c'est faire comme s'il n'y avait aucune interaction, vous voyez, entre les immigrés et puis le reste de la population. C'est oublier cette histoire des nounous, c'est oublier cette histoire du plongeur malien qui a justement fait tourner de fait le restaurant et permet de recruter d'autres personnes. Donc cette idée d'externalité est complètement oubliée. Aujourd'hui, à l'OCDE, il y a tout un département qui travaille sur les questions migratoires, hein, avec plutôt, soi-disant, une vision positive, mais ils utilisent une méthode que moi j'ai critiquée à très nombreuses reprises, qui est une méthode purement comptable. C'est-à-dire que ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent une enquête, typiquement en France, l'enquête budget des familles de l'INSEE, hein, qui permet de voir les dépenses et puis les revenus des gens, et dans cette enquête, vous avez des gens qui sont nés en France et puis d'autres qui sont immigrés, et puis on peut compter en fait quels sont les coûts de la migration comme étant, toutes les allocations qu'on a pu verser à des immigrés, allocations logement, RSA, etc. Compter celles que reçoivent ceux qui sont nés en France, et puis essayer d'évaluer les impôts des uns et puis les impôts des autres, et puis de se dire, regardez, est-ce que finalement les immigrés coûtent plus cher à la France. Mais indépendamment du résultat, sur lequel je peux revenir si vous voulez, mais la démarche est tellement bête, quoi. C'est comme s'il n'y avait pas eu d'économie, de sciences économiques depuis Adam Smith, quoi. C'est de la pure, c'est du comptable. Personne ne fait jamais ça, et surtout pas. Pardon. Donnez-moi la pièce. Parce que moi, je l'ai pas eu, la pièce. Ouais, c'est ça. Mais... Et du coup, voilà, du coup, je suis un peu perdu. C'était pas le but, mais je suis un peu... Bon, c'est pas facile d'arrêter un prof, hein, mais voyez, c'est comme cette méthode purement comptable, et vous allez les voir sur les histoires, juste combien ça nous coûte, combien ça coûte à l'État, combien est-ce que l'État a versé, combien est-ce qu'il a pris comme impôt de la part de ces gens, et de les comparer entre deux catégories. On ne le fait pour aucun autre sujet économique. C'est dingue. On ne ferait jamais ça. Je prends un exemple polémique exprès, mais on ne ferait jamais ça par exemple, pour les hommes et les femmes. On ne ferait pas la contribution des hommes et la contribution des femmes entre les impôts et ce qu'elles coûtent, etc. Je veux dire, ce serait un impensé, et puis en plus, ce serait idiot. Mais là, on se permet de le faire parce que c'est l'immigration. Et donc, c'est aussi ça, vous voyez, je veux dire, on veut refuser, en fait, la méthode simple, mais on veut quand même aboutir, je veux dire, via une pensée un peu plus complexe, a aussi un discours qui soit simple, parce que sinon, il ne fonctionne pas face à ces idées très prégnantes depuis très longtemps. On va clore cette table ronde en... Ah oui, pardon. Ah, pardon. Du coup, j'avais pas répondu. Oui, sur l'Europe. Et donc, évidemment, en 2 minutes. Donc, il y a une vraie question sur la dimension nationale, en fait, de ces études. Les pays européens reçoivent une quantité d'immigrants qui est extrêmement différente. Ça pourrait être utilisé, en fait, pour mieux comprendre les dynamiques nationales. Le problème que l'on a, en fait, très concrètement, c'est d'avoir beaucoup de données. En fait. Pour avoir un discours qui soit scientifique, qui soit fondé, etc., il nous faut une quantité de données extrêmement importante pour éliminer la fameuse endogénéité dont je vous avais parlé.
Donc nous, on a un très très gros travail en utilisant AGDREF, en fait, qui est la base de données sur les titres de séjour en France, où on a absolument tous les titres de séjour qui ont été délivrés en France et qui nous permet d'avoir des analyses extrêmement locales et de très haut niveau. Le Danemark a des très très bonnes données aussi, et la Suède aussi. Mais ça fait peu, en fait. Et ce dont on souffre, c'est justement un manque de données pour pouvoir répliquer ce type d'études, en fait, sur un très grand nombre de pays. Sinon, ce que vous faites, c'est que vous prenez, en fait, le peu de données que vous avez pour plein de pays, par exemple plein de pays européens, et vous essayez d'avoir une réponse moyenne. Peut-être j'en ai peut-être pas assez parlé, mais nous ce qu'on trouve, c'est que quelle que soit la spécification, quel que soit le pays, quelle que soit la période, etc., l'effet de l'immigration est positif et fort. D'accord. C'est pas spécifique. Du coup, on s'était, tout le monde nous avait dit, parce que, et c'est d'ailleurs un discours qui est vraiment très porté par l'OCDE, ils disent, ce qu'il faut, c'est de l'immigration qualifiée. D'accord, voilà, et ce fameux Luxembourg, je ne sais plus qui en a parlé, faisons comme le Luxembourg, faisons venir tous les riches, et du coup on sera encore plus riche. Mais vous voyez, vous êtes encore dans une espèce de logique comptable complètement anachronique par rapport à tout ce qui s'est fait en sciences économiques. Et c'est pour ça que nous, on s'était intéressés notamment aux personnes qui venaient en France au titre avec un titre de séjour, avec un motif familial. Et justement, on s'était spécifiquement intéressé à ces personnes. On avait délaissé tous les titres de type compétences et talents, ou bien toute l'immigration de travail, etc., dont il est évident que ça sert. Mais donc on a pris finalement essentiellement des migrantes nord-africaines qui arrivent dans le cadre d'un regroupement familial, et même elles ont trouvé cet effet positif. Et il y a plein de raisons. Et une des raisons, tout simplement, c'est que lorsque la personne fait venir sa famille, de fait, il va consommer sur place. Alors que quand il est tout seul avec madame et puis les enfants qui sont restés en Tunisie, il envoie de l'argent. Alors que là, ils viennent et donc on consomme sur place. C'est un effet de demande, c'est un effet keynésien qui est évident, dont on ne parle jamais, et on reste toujours avec cette offre et cette demande de travail complètement un peu trop simple. Merci. L'économie a eu 3 fois plus de temps d'intervention que les villes et Flora, mais en tous les cas, ces témoignages montrent qu'on a des moyens d'agir quand même et quelque part de donner des arguments rationnels à cette question qui est abordée de manière très irrationnelle. Merci.